Salut tout le monde. Alors récemment, on a eu la baisse des taux de la Fed. Il y a Jérôme Powell qui a annoncé qu'il allait baisser les taux de 0,5 points de base, donc en gros 0,5%. On allait passer de 5,5 à 5%. Et donc on va voir ce que j'en pense. Déjà, je vais vous dire ce que j'en pense de tout ça. Et aussi, on va voir ensemble finalement que veulent nous dire certains graphiques, parce que c'est vrai que on a tendance à nous montrer des graphiques à droite à gauche, que voilà, quand les taux montent ou quand les taux baissent, on va avoir une appréciation ou une dépréciation du marché. Je vais vous montrer qu'en fait les graphiques ils vous montrent souvent ce que les gens ont envie de vous montrer, et qu'en fait faut pas avoir un avis biaisé parce qu'on a vu un ou deux graphiques qui justement est montré par les personnes qui soit ont un biais de positivité ou un biais de négativité. Donc on va voir ça ensemble. Donc là j'ai pris quelques notes. Déjà voilà, donc on a la Fed qui a décidé de baisser les taux de 0,5% pour arriver à 5%. Et Jérôme Powell il a précisé que c'était justement le début d'un processus et qu'il avait l'intention de baisser les taux de 0,5% aussi d'ici la fin de l'année. Donc ça pourrait être une succession de baisses de taux pour qu'on aille justement plus bas. Et donc pour redynamiser finalement l'économie. Parce qu'on avait eu les chiffres du chômage, je crois, et de la création d'emplois qui étaient sortis début juillet, et il avait annoncé que si ça continuait parce qu'on avait eu, je crois, des chiffres qui étaient en dessous des anticipations, et il avait dit que si ça continuait de baisser ou d'avoir des chiffres qui étaient aussi mauvais, il allait faire en sorte que ça s'arrête. Donc le marché, donc il n'a pas dit explicitement qu'il allait baisser les taux, bien que c'est ce qu'il a fait justement très récemment, mais le marché l'a compris comme ça, donc c'est pour ça qu'on a eu une grosse appréciation du marché, et que selon moi, on a eu déjà le marché avait largement anticipé cette baisse de taux. On va le voir justement juste après. Et sinon, ce que je disais par rapport aux graphiques, alors là c'est très important. Là on a par exemple deux graphiques. Alors le premier graphique il nous montre quoi? Je vais le mettre en grand, je vais le mettre juste comme ça pour que vous voyez. Donc on a en gros les différents signaux de baisse de taux de la Fed au moment. Alors c'est seulement les signaux où on a le S&P 500 qui est à moins de 2% de son sommet historique. Donc en gros il est proche de son sommet historique, et ils ont pris seulement les signaux où justement le S&P est proche de son sommet. Et en fait on fait une conclusion qui est simple, qui est que le marché continue de monter, quoi qu'il arrive, le marché continue de monter. Donc là on a le S&P 500 depuis 1980, le marché continue de monter même après cette hausse, cette baisse de taux. Donc ça c'est la première conclusion qu'on peut faire, et donc là c'est marqué en tout petit, mais en gros 12 mois après, donc dans tous les signaux, si on prend en compte tous les signaux qu'il y a eu depuis 1980 où on est justement proche de sommet historique, dans 100% des cas, 12 mois après, on a eu une performance d'environ en moyenne de 14%, donc 13,9%. Donc ça veut dire que dans 100% des cas, on a été positif un an après l'annonce de la baisse des taux. Donc ça c'est la première conclusion qu'on peut avoir. Donc là, on peut observer un autre graphique. Alors c'est quasiment les mêmes informations, sauf que là, on ne tient pas compte en fait du fait que le S&P 500 est proche de son sommet historique. C'est-à-dire que là, on a la courbe du S&P 500 superposée à la courbe des taux. Et ce qu'on peut observer, alors c'est assez intéressant, on voit que en fait, on a par exemple à chaque fois qu'on a une grosse variation de taux, on a des gros mouvements boursiers. Alors c'est pas non plus, il n'y a pas non plus une relation de cause à effet non plus, parce que on voit que parfois c'est pas, le fait qu'on augmente ou qu'on baisse les taux ne signifie pas forcément une augmentation du marché, une appréciation ou une dépréciation du marché, comme on peut le voir là. Donc là, ça l'a fait justement ces dernières décennies. Donc quand on regarde par exemple dans les années 2008, au moment de la crise des subprimes, on voit qu'on a eu une grosse baisse de taux, et on s'en est suivi en fait le crack des subprimes. Et pareil pour les années 2000, donc la bulle technologique, on voit qu'on a baissé fortement les taux, et pourtant on a eu aussi un gros crack à ce niveau-là. Et pourtant, quand on regarde d'autres moments dans l'histoire où on a eu une forte baisse des taux, on voit qu'on a aussi eu, par exemple, là c'était en 1985 par là, on a eu une forte dépréciation des taux d'intérêt, et pourtant le marché a continué de s'apprécier. Donc il n'y a pas forcément une relation de cause à effet, dans le sens où c'est pas parce qu'on baisse les taux que le marché va monter ou baisser, et inversement, le marché peut très bien prendre en compte déjà ça. Et moi je pense que typiquement le marché a déjà pris en compte cette baisse des taux. Pourquoi? Parce que quand on regarde le marché aujourd'hui, donc là par exemple je suis sur une rate. Donc une rate c'est en gros les boîtes qui font de l'immobilier et qui sont cotées en bourse. Donc c'est les boîtes qui sont aux US. Donc là on a Prologis qui est une des plus grosses, je crois la plus grosse rate aux États-Unis, et je crois qu'elle pèse à peu près plus de 100 milliards, 150 milliards, quelque chose comme ça. Et en fait, on observe que durant début juillet de cette année, donc je crois que c'était juste ici, voilà, je crois que ça devait être le 8 juillet, où on a eu justement l'annonce de Jérôme Powell on a eu les chiffres du chômage et les chiffres de création d'emplois aux US, et on a eu Jérôme Powell qui a annoncé justement, il n'a pas dit explicitement, mais il a dit qu'il pouvait justement baisser les taux.
si ça venait à, on va dire, continuer à avoir des chiffres qui étaient pas bons comme ceux qu'il y avait eu. Et en fait, on voit que le marché il a très bien réagi suite à ça, donc ça veut dire qu'il a très clairement pris en compte cette baisse des taux, et on voit que le marché immobilier s'est fortement apprécié. Enfin, les rates aux États-Unis sont fortement appréciés, donc là on a eu une poussée de 13%. Si je regarde par exemple une autre rate, donc là par exemple je suis sur VICI et on peut voir que pareil, hein, depuis le 8 juillet 2024, on a eu une grosse poussée de 23%. Donc c'est vraiment, c'est tout le marché immobilier, c'était le cas de tout le marché immobilier. Si par exemple je prends une autre rate, par exemple Public Storage qui fait du stockage, qui est une des plus grosses rates aussi aux US, on voit qu'on a fait depuis le 8 juillet, tac, on monte et voilà, pareil, plus 28%. Donc le marché a largement pris en compte cette baisse de taux. Et si je retourne ici, en fait, la conclusion qu'on peut avoir de ce graphique, c'est justement paradoxalement à l'autre graphique, on peut se dire que à chaque fois qu'on va avoir une grosse baisse de taux, on va avoir une crise. Et typiquement là, c'est ce que un peu, on va dire, dit implicitement ce graphique. C'est-à-dire que là, on a des pointillés et finalement on a les petits points d'interrogation comme s'il allait avoir une récession ou j'en sais rien. Donc finalement on a les mêmes informations que l'autre graphique, c'est-à-dire qu'il nous montre deux types d'informations qui sont les mêmes, c'est-à-dire il superpose à la fois les signaux où on a eu une grosse variation des taux d'intérêt, donc une grosse baisse de taux, et à côté la superposition avec la performance du S&P 500, et pourtant on en tire deux conclusions différentes, et ça c'est pour ça que c'est un peu bullshit. Justement j'ai pris les notes juste ici. Voilà, donc je l'ai mis ici. En fait, c'est un peu bullshit de regarder ces graphiques. Regardez juste le marché aujourd'hui. Il faut vraiment regarder le marché, c'est-à-dire est-ce que le marché est cher aujourd'hui ou pas. Et en fait, ça vous donne déjà un gros indicateur. Et par exemple, si on regarde, donc là, justement, c'est ce que j'écris juste ici. En fait, le marché aujourd'hui, très clairement, il est cher. De toute façon, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Il est cher par rapport à sa médiane, donc sa moyenne historique. Mais de là à ignorer, justement, je l'ai mis ici, de là à ignorer le marché américain, je trouve que c'est une stupidité énorme parce que c'est là où on a quand même les plus grosses performances historiquement. Et typiquement, même pour la tech US, etc. Les entreprises, moi j'aime bien dire qu'en fait, les entreprises US sont trop chères pour être trop exposées en ce moment, mais elles sont trop intéressantes pour être ignorées. Et là, c'est exactement, selon moi, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est qu'en fait, oui, le marché est cher, mais de l'autre côté, pondérez votre portefeuille de manière à ce que justement vous limitiez votre risque lié à ces multiples de valorisation. Qu'on soit dans une période où on baisse les taux, où on augmente les taux, ça on s'en fout. Globalement, le marché il est cher, et ce que vous pouvez faire justement, c'est, j'ai mis un exemple juste en bas. Donc là, juste avant de vous montrer l'exemple, je vais vous montrer ce graphique. Donc là, on a les PER. Donc c'est pas exactement les PER, c'est les KPE. Donc le cyclical adjusted PE, donc en gros c'est les PER ajustés à l'inflation. En gros c'est quoi le calcul? Je vais vous montrer ça juste maintenant. Le PE ratio, donc c'est capitalisation sur bénéfice, ça vous connaissez, et cyclically adjusted PE, donc en gros le KPE ratio, on est sur des capitalisations sur le bénéfice moyen sur 10 ans, donc la moyenne des bénéfices sur 10 ans net d'inflation. Donc ça veut dire que ça va être une moyenne des bénéfices sur 10 ans des entreprises net d'inflation, donc ça prend en compte l'inflation, donc c'est vraiment, ça c'est intéressant pour évaluer un marché justement. Et quand on regarde aujourd'hui le marché, on voit qu'on est par exemple aux US, on est à 34, aux pays européens, on est aux alentours de 20, et je crois que c'est pas que l'Europe, ça j'ai pas regardé ce que c'était. Et les pays émergents, on est aux alentours de 14, ce qui fait que en fait quand on regarde, il y a un peu une corrélation inverse entre l'augmentation des PER aux US et justement la diminution des PER dans les pays émergents. Quand on voit que les pays émergents, justement, ils étaient très hauts en 2008, ils ont cessé de baisser, ils ont été vraiment en grosse tendance baissière depuis 2008. Et à côté de ça, justement, quand on a eu la crise des subprimes, les US, ils ont vraiment fait ligne droite à la hausse, alors que justement, les pays émergents, ils ont continué de baisser. Donc, ça veut dire qu'en gros, en fait, faut comprendre que c'est un peu comme en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les capitaux, ils circulent, et on peut pas supprimer l'argent, c'est-à-dire que si les capitaux ils sont plus à un endroit, ils vont être à un autre endroit. Et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que tous les capitaux ils étaient dans les pays émergents justement en 2008. Là aujourd'hui, ils sont tous aux US, et finalement tout le monde s'en fout des pays émergents. Donc en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout circule. Il faut comprendre que tout est cyclique, et que si aujourd'hui on a des valorisations qui sont extrêmement hautes, notamment aux US, certes parce que aussi on a des croissances prévisionnelles qui sont extrêmement fortes, mais d'un autre côté, faut comprendre que tout est cyclique, et si on a par exemple des PER qui sont extrêmement faibles sur les marchés émergents, tôt ou tard ça reviendra à une moyenne. Donc voilà, donc c'est quand même important à comprendre. Et ça justement, je l'ai mis juste ici, même si les taux baissent, ça change rien au fait que le marché est cher justement aujourd'hui, et la probabilité que le marché croisse plus vite que les bénéfices des entreprises est plus faible qu'il y a 10 ans, car il y a 10 ans, on était à des KPE ratios qui étaient au niveau de 20, 25, voire même au plus bas, je crois qu'on était aux alentours de 15, et aujourd'hui on a 34. Donc ça veut dire que la probabilité que le marché il continue de croître plus vite que les bénéfices
elle s'affaiblit parce que parce qu'on a on a des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés. Et là justement, j'en viens à l'exemple que je voulais donner tout à l'heure, qui est que le PE ratio. Si par exemple vous avez un PE ratio de 30 sur le S&P 500, vous pouvez vous dire ok, bon là je vais investir par exemple que 30 à 40%, voire 50% de mon patrimoine boursier sur des entreprises américaines. Et à côté, si par exemple le PE ratio du S&P 500 il baisse aux alentours de 15, 20, etc., vous pouvez vous dire bon là par contre je vais all-in sur le S&P 500 parce qu'on est quand même peu cher par rapport à la moyenne historique. Et là vous pouvez vous dire bon, ok, je vais mettre 60, 70, voire 80% sur des entreprises américaines. Après il faut justement faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là qui est le fait d'arracher les plus belles fleurs pour justement arroser les mauvaises herbes. Alors ça c'est un dicton assez populaire en bourse qui signifie que on va justement, une fois qu'on va avoir une plus-value sur une action, on va la vendre et on va essayer de récupérer cette plus-value pour l'investir autre part dans une action moins chère ou autre. Et ça justement c'est un piège dans lequel il faut pas tomber, en tout cas de manière générale. J'imagine que, moi je trouve que c'est au cas par cas, c'est bien sûr au cas par cas, mais de manière générale c'est quelque chose à ne pas faire parce que justement le marché est un minimum rationnel et s'il y a une action qui monte sur le long terme, ça veut dire qu'elle a de bons résultats. S'il y a une action qui baisse, ça veut dire qu'elle délivre de mauvais résultats, en tout cas sur le long terme. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et si on prend un exemple, donc imaginons que quelqu'un a acheté du Meta à 100$ et qu'aujourd'hui l'action justement elle a bien monté, elle est à 567, la personne elle a fait entre 5 et 6 fois sa mise, mais c'est brut. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est brut et derrière vous avez donc $467 de plus-value, mais 30% de flat tax si vous êtes en France, donc $140 d'impôts à payer, soit une plus-value réelle de $327. Et au final, c'est comme si vous aviez en fait vendu vos actions Meta à $427. Donc en fait, vous avez un coût d'opportunité parce que vous devez combler cet écart. Si vous vendez cette action aujourd'hui à 567, vous devez combler cet écart de performance pour pas être perdant. C'est-à-dire que vous allez vendre entre guillemets à 567, mais vous allez payer $140 d'impôts. Donc vous devez combler cette performance-là. Tout ce gain, on va dire que vous perdez, vous devez le combler avec votre nouvel investissement que vous allez faire si vous vendez Meta. Donc ça veut dire que vous allez devoir combler l'écart de performance pour ne pas être perdant. Ce qui fait que votre coût d'opportunité, il devient plus faible. Ça veut dire que vous devez vous gagner, en gardant Meta en portefeuille, vous allez probablement gagner parce que vous payez pas d'impôts en fait. Donc c'est pour ça que selon moi, il faut vraiment vendre seulement si l'actif, soit il y a un red flag, soit je sais pas, il y a de mauvais résultats, j'en sais rien, manipulation comptable ou autre, soit si l'actif justement est extrêmement surévalué. Donc là typiquement j'ai mis des exemples, mais aujourd'hui à mon goût Tesla est beaucoup trop survalorisé, il y a Nvidia aussi, Costco, etc. Si je reprends le graphique aujourd'hui, là on est sur Costco et on voit qu'on est quand même à 50, quasiment 60 fois le free cash flow, ce qui est extrêmement élevé. Et quand on regarde aujourd'hui la prévision de bénéfices, je suis pas le premier à regarder les prévisions, justement je m'en fous un peu, mais c'est juste pour donner, on va dire, un ordre d'idée. Pour 2028, on a des estimations de bénéfices à $25 par action. Aujourd'hui, on est à 16,56. Donc, si je prends une petite calculette directement et que je prends donc 25, je fais 25,18 divisé par 16,56, on est sur une augmentation de plus 52%. Donc, si on prend le PER aujourd'hui, le PER, le PFCF, c'est pareil. On va prendre, donc on est à, on va dire 59. On fait 59 divisé par justement 1,52, donc cette augmentation-là. Ça veut dire qu'on est sur un PFCF forward, donc ça veut dire un PFCF qui sera pour 2028, si on s'en fie aux estimations, de quasiment 39, ce qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire que le PER, si justement les estimations sont bonnes, du free cash flow, etc., en 2028, on se retrouvera avec un PER de 39, ce qui est complètement délirant, parce qu'aujourd'hui, on paye 60 fois, et même avec la croissance qui est comprise à l'intérieur, on payera 39 fois en 2028. Donc c'est vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, typiquement, c'est la même chose avec Tesla. Tesla, c'est encore pire. Après Tesla, il y a de la croissance, c'est autre chose. Après moi, j'ai pas vraiment, on va dire, fortement étudié le dossier, mais en tout cas parce que ça m'intéresse pas dans le sens où c'est extrêmement survalorisé. Mais aujourd'hui, on est à 528 en termes de free cash flow. Évidemment que ça contient la croissance dans le sens où derrière pour 2027, 2028, 2029, le free cash flow devrait extrêmement avoir une croissance de je sais pas, de au moins x10 pour revenir à 50 quoi. Donc c'est-à-dire que si le free cash flow d'ici 2028, il fait x10, donc le free cash flow fait x10 quand même, ce qui est quand même une très grosse croissance, derrière le price to free cash flow, il sera de 50. Il sera divisé par 10. Donc c'est-à-dire que même si on fait x10, on sera encore en train de payer 50 fois le free cash flow. Donc c'est quand même assez délirant. Mais donc si je reviens ici, ce que j'essaye de vous dire justement, c'est que
Oui, aujourd'hui, les marchés ils sont chers, mais c'est pas pour autant qu'il faut vendre toutes ces lignes qu'on a en portefeuille. Par exemple, Meta aujourd'hui, Meta, je crois qu'on est à peu près à 30 fois les bénéfices. Bon, c'est à peu près l'équivalent du PER du S&P 500. Globalement, ça va pour une boîte qui a énormément de croissance comme Meta, quoi. C'est pas, et surtout si vous avez un PRU justement à 100. Si vous avez un PRU justement, c'est-à-dire un prix de revient unitaire, donc que vous ayez acheté, que vous avez acheté Meta à 567, par exemple, si vous avez acheté Meta à 567, là pour le coup, vous avez un coût d'opportunité qui est énorme dans le sens où vous n'allez pas réduire votre, vous avez pas d'imposition comme le mec qui l'a acheté à 100 $. Donc vous avez un coût d'opportunité qui est énorme à ne pas investir justement cet argent ailleurs, parce qu'ailleurs vous avez des boîtes qui se payent 10, 15 fois leurs bénéfices. Parfois vous avez des small caps en Asie qui se payent 5 fois leurs bénéfices et qui délivrent de la croissance. Donc ce serait bête de pas aller par exemple en tout cas sur une partie de son portefeuille sur ces boîtes-là, parce que vous avez un coût d'opportunité justement qui est énorme. Mais par contre, la personne qui a acheté du Meta à 100 $, ça va être compliqué effectivement de se dire ok bon je vais vendre et justement essayer de combler cet écart de performance qui est quand même énorme, hein, sur 140%, enfin 140 $ d'impôts. C'est sur une mise parce qu'on a investi 100 $ sur 140 $ d'impôts, ça fait quand même 140%. Donc on doit combler cet écart là, ce qui est quand même assez compliqué, même si c'est possible, hein, c'est sûr, mais bon c'est le risque est plus élevé on va dire, alors que la personne qui investit à 567 $, là pour le coup il prend un risque de la valo qui est extrêmement élevé, parce que déjà on investit sur une boîte qui a fait x6 et dont le PER a fait x3, passé de 10, je crois que justement en 2022, on était descendu quand Meta il avait fortement chuté, je crois qu'on était descendu à des PER de 10. Aujourd'hui, on a un PER de 30, donc on a fait x3 sur le PER, on a fait x3 sur le bénéfice, ce qui fait que on a fait x6 en tout. Mais en gros, pour vous dire que la personne qui justement investit à 100 $ sur Meta, forcément, elle prend beaucoup moins de risques que la personne qui va investir maintenant à 567, parce que forcément, il y a un coût d'opportunité qui est beaucoup plus élevé pour la personne qui va investir maintenant. Donc voilà. Mais maintenant, imaginons que vous ayez des entreprises comme Meta, par exemple, vous ayez Meta en portefeuille, vous ayez du Google en portefeuille. Alors, c'est pas des entreprises qui sont extrêmement chères aujourd'hui. Elles se payent évidemment à des multiples de valos qui sont assez élevés, mais c'est pas extrêmement cher comme du Costco ou autre. Imaginons que vous ayez ce genre de boîte en portefeuille, c'est pas parce que le multiple de valorisation des US a fortement augmenté que vous devez vendre automatiquement ces boîtes-là. Par exemple, l'exemple que j'ai mis juste ici, où on a un PE ratio pour le S&P 500 de 30, et que vous dites ok bon là je vais réduire par exemple mon bag sur les entreprises américaines. Vous n'êtes pas obligé de vendre ces entreprises-là, parce que ces entreprises-là globalement elles se portent bien, elles ont une bonne croissance, etc. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est de vous dire ok bon j'arrête d'investir aux US, mais je mets maintenant l'argent que j'investis, que je vais rajouter dans mon portefeuille, je vais le mettre autre part, par exemple des small caps, dans j'en sais rien, des autres géographies ou des entreprises qui se payent moins cher tout simplement. Pas forcément en dehors des États-Unis, bien que justement aux États-Unis ce soit de plus en plus dur de trouver des actions à bon prix. Vous pouvez justement aller en dehors ou à l'intérieur des États-Unis, tant que vous payez des entreprises qui sont moins chères, beaucoup moins chères. Et là, ça peut être intéressant justement. Mais le but, c'est pas de se dire, ok, bon, le PER, il est passé de 20 à 30, du coup, je vends 30% de mes actions américaines et je me barre en Asie. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Je pense qu'il faut justement faire au cas par cas et de vous dire, ok, bon, là, par contre, j'ai des actions, par exemple, comme Meta, Google, j'en sais rien, d'autres actions comme Salesforce que j'ai analysées. Ces actions-là, elles sont plutôt bien valorisées, elles sont de la croissance, donc je les garde. Mais d'un autre côté, l'argent que je vais investir, si par exemple j'en sais rien, vous avez de l'argent tous les mois à investir, cet argent-là, vous le mettez par exemple dans d'autres entreprises qui seront moins chères que ces boîtes-là, ou par exemple dans d'autres géographies où on a des PER qui sont beaucoup moins élevés. Donc là, je prends un dernier graphique, après je pense qu'on va se laisser là-dessus. Là, c'est un graphique qui nous montre la différence entre les PER des actions de croissance et les PER des actions value. Et là, on voit que par exemple, donc là, au pic, en fait, par exemple, au pic de l'année de la dot-com bubble, donc en gros de la crise technologique des années 2000, on voit que les value stocks, donc les entreprises value, étaient extrêmement attrayantes parce qu'elles étaient beaucoup moins chères que les entreprises de croissance. Et là, par exemple, dans les années 2010, donc durant la crise des subprimes, finalement on a eu les value stocks qui ont fortement augmenté, qui se sont fortement appréciés durant toutes ces phases-là. C'est pour ça que en gros on a eu une dépréciation du rapport entre les PER des actions de croissance et le PER des actions de value. Et donc là en gros les stocks, donc les actions de croissance, elles étaient extrêmement attractives. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient beaucoup moins chères que les actions par rapport aux actions de value. Et donc là en gros ils prennent quoi ? Je crois qu'ils prennent dans l'étude, alors je vais les regarder avec vous, ils prennent le Russell 3000 et le Russell 3000, donc value, donc ils prennent à la fois les actions de croissance dans le Russell 3000 et les actions value dans le Russell 3000.
Donc en gros, on est quand même sur une grosse base d'actions, donc c'est quand même assez significatif. Et là, on voit pareil que du coup, depuis 2010, on a une réappréciation progressive des actions de croissance par rapport aux actions value. Et donc c'est pour ça, c'est ce qui explique derrière ce graphique-là justement, qui nous montre que en fait on a alors, je vais remettre en normal. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le déplacer. On voit, en fait, donc là, en bleu, c'est les actions value qui vont surperformer les actions de croissance. Et en orange, ça va être les actions de croissance qui vont surperformer les actions value. Et là, on voit que c'est en totale corrélation, dans le sens où quand on voyait justement la bulle des années 2000, on voyait que entre, la bulle des années 2000, après justement la bulle des années 2000, donc entre la bulle des années 2000 et la crise des subprimes, on voit qu'on avait une forte appréciation des actions value. Pourquoi? Parce que les actions de croissance étaient beaucoup trop chères. Et là, pareil, les actions justement value, elles sont redevenues extrêmement chères. Et c'est pour ça que justement en 2008, on a eu une dépréciation des actions de croissance par rapport aux actions value, ce qui fait que ces dernières années, on a une grosse appréciation des actions de croissance par rapport aux actions value. Donc bref, tout ça pour dire que encore une fois, tout est cyclique et que tout est cyclique, donc tout varie. Et qu'aujourd'hui, on est dans une ère où finalement, on a des actions de croissance qui sont certes chères, mais elles sont pas non plus à des niveaux comme on l'était dans les années 2000. Alors personnellement, je pense qu'on est quand même sur une partie du marché, notamment la tech, on est quand même sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés pour certaines boîtes. Même si on n'arrive pas à des niveaux de la crise des années 2000, je trouve qu'on est quand même assez élevé. Ce qui fait que, étant donné que le S&P 500 est pondéré de manière à valoriser justement ces entreprises technologiques, je trouve que le S&P 500 est assez survalorisé. Mais ça veut pas dire que les entreprises américaines survalorisées, parce que quand vous prenez justement la part des entreprises américaines, si vous prenez un S&P 500 equal weight, c'est-à-dire que le S&P 500 qui est pondéré de manière équitable entre toutes les actions, vous allez voir qu'en fait le S&P 500 il est beaucoup moins surévalué, parce que là en fait on voit juste qu'il est surévalué parce que on a en fait une grosse pondération des grosses entreprises comme Apple, Nvidia, etc., Microsoft, etc. Ce qui fait que finalement, on a un S&P 500 qui est beaucoup plus valorisé que la moyenne. Mais personnellement, je pense que c'est vraiment sur une partie du marché, notamment le secteur technologique, où on a des valorisations qui sont vraiment très élevées. Et ce qui fait que justement, on peut avoir beaucoup plus d'opportunités ailleurs. On a un coût d'opportunité qui est de plus en plus gros, justement, à ne pas investir ailleurs, parce que justement, on a des valorisations qui sont extrêmement faibles. Et comme on l'a vu au début, si on a une augmentation des valorisations sur un pays, une géographie, un secteur, etc., ça va au détriment d'un autre secteur, d'une autre géographie, etc. Parce que encore une fois, les capitaux ils circulent, les capitaux ils se suppriment pas, l'argent ne disparaît pas, l'argent circule. Donc finalement, si elle est pas à un endroit, elle sera à un autre. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment les marchés, notamment les marchés émergents et le marché chinois qui est très intéressant. D'ailleurs, on a eu un plan de relance chinois. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, justement, on a en Chine des small caps qui sont extrêmement intéressantes, où vous payez 3, 4, 5 fois les bénéfices et pourtant vous avez une croissance de 10, 15, 20% par an. C'est complètement délirant. Enfin bref, je ferai une vidéo, je pense, sur ça. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine.